Merci pour merci pour cette invitation. Je vais peut-être partager l'écran puisque je pense que j'en ai la possibilité. Euh, voilà. Est-ce que vous voyez bien tout Très l'écran? bien. Parce que Oui. comme toujours sur Zoom, moi, une partie de l'écran est utilisée par les images, donc mais le moment que vous voyez, c'est l'essentiel. Bon, je vous Parfait. remercie pour cette invitation. Donc, je vais vous présenter en fait quelques éléments du livre que j'ai fait paraître en 2019, Le vol dans les airs au Moyen Âge. Alors évidemment, faire l'histoire du vol humain au Moyen Âge, c'est d'évidence faire l'histoire de quelque chose qui n'a pas eu lieu. À peine peut-on mentionner la tentative catastrophique d'un moine anglais au XIe siècle. Et de façon générale, même la tentative de faire l'histoire du vol se révèle a priori peu prometteuse pour la période médiévale, parce que les attestations sont plutôt rares. C'est comme si ce rêve, pourtant intemporel, avait, sinon peu habité les imaginaires des savants médiévaux, du moins, s'était peu manifesté dans leurs écrits. Et pourtant, je ne suis pas le premier à poser cette question, même si mes prédécesseurs qui ont envisagé la préhistoire du vol humain ont généralement, pour les raisons que je viens d'indiquer, relativement peu privilégié le Moyen Âge dans leur enquête. Du reste, je rappelle que la volonté de chercher les origines du vol humain est presque contemporaine du premier vol humain. Les premiers travaux de préhistoire du vol sont pratiquement contemporaines de l'envol des montgolfières, premier envol montgolfière. Alors, donc mon ouvrage s'intitule Le vol dans les airs au Moyen Âge, essai historique sur une utopie scientifique. Donc je suis à l'école pratique d'autres études titulaire de la chaire Histoire des sciences médiévales. Et les mots que j'ai employés dans ce livre ont un sens. Alors, premièrement, c'est un essai, c'est-à-dire ce n'est pas une anthologie ni un ouvrage qui vise à l'exhaustivité, ça c'est le premier point. Deuxièmement, c'est un essai d'histoire des sciences. Alors je précise quelle histoire des sciences? Une histoire des sciences conceptuelle, c'est-à-dire attachée au raisonnement scientifique, contextualisé précisément dans leur univers intellectuel au sens large. Défendre aujourd'hui l'histoire conceptuelle n'est pas simple dans un contexte universitaire qui, comme on le sait, est dominé par une histoire sociale de plus en plus dogmatique, de plus en plus idéologique, de plus en plus bornée et de plus en plus intolérante. Troisièmement, la clé de voûte de mon approche est la notion d'utopie scientifique, notion sur laquelle j'ai par ailleurs beaucoup travaillé. J'assume pleinement le caractère anachronique du terme utopie pour le Moyen Âge, puisque, comme nous le savons, c'est un terme qui a été forgé au XVIe siècle par Thomas More. Et j'ai considéré en fait que l'utopie scientifique permettait de caractériser un élan présent au sein de la science médiévale qu'aucun terme, me semble-t-il, ne pouvait mieux embrasser. Alors, comme je n'ai pas d'utopie scientifique, du coup, j'ai défini, mais je l'ai défini non pas a priori, je l'ai défini à partir des lectures et des exemples que j'ai pu rencontrer, pas seulement dans le domaine du vol, ce que j'entendais par utopie scientifique. L'utopie scientifique, je la définirais comme une projection imaginaire, qu'il s'agisse d'un rêve technicien ou d'une expérience de pensée. Le premier critère est évidemment le caractère imaginaire. Deuxièmement, cette projection imaginaire doit être étonnante, provoquer l'émerveillement ou bien au contraire l'effroi. Le deuxième critère est donc son caractère extraordinaire. Troisièmement, une utopie scientifique, c'est un effort, même minimal, de rationalisation de cette projection, même s'il ne s'agit dans certains cas que de postuler euh, cette rationalisation. L'utopie scientifique, comme son nom l'indique, s'inscrit pleinement dans le travail de la science. Donc le troisième critère, c'est l'aspiration à la rationalité scientifique. Quatrièmement, euh, très important en scientifique, c'est une limite scientifique et technique qui rend cette projection hors de portée au moment où elle est formulée, et même à assez long terme. Le quatrième critère est donc ce que j'appelle le caractère à la fois possible et impossible de l'entreprise. Il y a une sorte d'indécision dans l'utopie scientifique quant à la possibilité réelle de l'utopie scientifique. Et enfin, le cinquième critère très important pour éviter l'anachronisme,
c'est la conscience implicite ou explicite de cette limite de la part de celui qui, à cette époque, formule l'utopie. Ce n'est évidemment pas à nous de juger a posteriori l'entreprise utopique. Il faut que l'auteur lui-même ait manifesté cette conscience. Donc, ce sera vraiment la conscience de l'homme de science lui-même qui nous permettra d'éviter tout anachronisme et tout jugement rétrospectif. Donc, l'utopie scientifique, c'est donc l'élaboration d'un projet ou d'une projection imaginaire extraordinaire qui s'exprime dans le cadre rationnel de la science et dont le statut oscille entre le possible et l'impossible aux yeux même de celui qui l'énonce. Pour le dire d'un mot, l'utopie scientifique, c'est la projection au-delà de l'actuellement possible dans la science. Cette notion régulatrice m'a permis précisément d'approcher les diverses déclinaisons du rêve non réalisable du vol humain au Moyen-Âge et d'étudier ainsi le contexte scientifique de cet imaginaire. C'est évidemment la machine à voler du franciscain du XIIIe siècle, Roger Bacon, qui m'a servi de point d'ancrage pour construire ce raisonnement autour de l'utopie du vol humain, mais au fur et à mesure, évidemment, que je défrichais le terrain, je me rendais compte que cette notion d'utopie scientifique était opérante, même avec des aménagements pour bien d'autres contextes. Alors, comment ai-je procédé pour construire cet essai d'histoire conceptuelle du vol médiéval? Il était bien évident que surtout, je voulais éviter toute téléologie. Je voulais éviter ce qui a été un petit peu le cas, notamment chez Jules Duhem, qui avait travaillé dans les années 40 autour de la préhistoire du vol. À chaque fois, essayer de voir des précurseurs de ce qui se passe après. Non, ce n'est pas du tout l'optique. Il faut étudier, évidemment, la science médiévale dans son contexte propre. Donc, pour ce faire, en dehors de la tentative malheureuse du moine anglais Aymer de Malmesbury au XIe siècle, je me suis concentré essentiellement sur la science universitaire, ce qu'on appelle la science scolastique, c'est-à-dire la science telle qu'elle est enseignée à l'université médiévale du XIIIe au milieu du XVe, je me suis arrêté au milieu du XVe, et science donc qui a un ancrage institutionnel à l'université, et qui a aussi un cadre conceptuel fourni par l'aristotélisme, redécouvert grâce aux traductions du XIIe siècle, donc ça commence début XIIIe jusqu'au milieu du XVe siècle. J'ai divisé l'ouvrage en deux grandes parties. La première explore pragmatiquement un classement du vol par trois forces convoquées, à savoir, premièrement, les forces naturelles, deuxièmement, les forces spirituelles, qu'il s'agisse des âmes, des anges ou des démons, et troisièmement, l'ars, c'est-à-dire l'activité technique. Et puis, dans une seconde partie, je me suis intéressé aux analyses des constituants du vol. J'ai parcouru trois domaines de spéculation de la physique médiévale, qui est un peu ma spécialité, la question de la répartition des corps lourds et des corps légers, la question du projectile et de l'aimantation, et enfin, la question de l'horreur du vide. Pourquoi ces choix? Parce que ces manifestations de la nature conduisent à des phénomènes qui intéressent directement la notion de vol. En somme, la première partie part des vols eux-mêmes, classés suivant les forces qui les fondent. La seconde partie part des principes de la physique médiévale et regarde leur incidence sur la pensée du vol. En conclusion, j'ai tenté une épistémologie de la pensée du vol au Moyen-Âge. C'est le temps de m'y attarder un tout petit peu. Alors, si on prend la première modalité du vol, c'est-à-dire celle de la nature elle-même, je suis parti d'une rapide enquête réalisée essentiellement dans le corpus des œuvres d'un des plus grands théologiens du Moyen-Âge, le dominicain du XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, pour traquer les occurrences de l'impossibilité naturelle pour l'homme de voler. Et effectivement, quand Thomas d'Aquin veut définir ce qu'est un impossible, régulièrement, il prend l'exemple de l'impossibilité humaine de voler. De fait, les seuls exemples de vol disponibles à l'homme médiéval sont celui des animaux, c'est-à-dire les oiseaux et autres animaux volants, chauves-souris et insectes. Et comme on le sait, à partir du XIIIe, je le disais, le cadre de la science médiévale est celui qui est formé par l'aristotélisme, même si c'est un aristotélisme assez impur, redécouvert grâce aux traductions du grec et de l'arabe du XIIe siècle.
Et dans ce corpus, il y a donc les traités zoologiques d'Aristote, qui ont été traduits au début du XIIIe et qui ont alimenté des traités et des commentaires. On peut citer le traité de fauconnerie de Frédéric II, roi de Sicile et empereur Frédéric II, et les commentaires à l'œuvre zoologique d'Aristote, de Petrus Hispanus ou du célèbre Albert le Grand. Cette littérature zoologique médiévale, en fait, ne développe guère d'explication du vol proprement dit. Mais on peut relever, par exemple, que Albert le Grand, donc grand théologien et grand savant, hein, qui s'est beaucoup intéressé aux sciences de la nature, Albert le Grand observe que les grands oiseaux semblent ne pas bouger leurs ailes, et sans doute, par fidélité au cadre aristotélicien, Aristote ne pouvait concevoir le vol plané. En fait, alors, je pourrais entrer en détail pour les raisons pour lesquelles il ne peut pas. Il y a toujours une obligation d'articulation, donc pour Aristote, le vol plané est impossible. Et donc, par fidélité, Albert le Grand signale que ce n'est qu'une impression. En fait, les grands oiseaux font en réalité de petits mouvements imperceptibles. Donc, on voit la tension entre l'observation et la volonté de rester proche du cadre aristotélicien. Alors, l'idée de voler, parce que le vol de l'homme est toujours mon horizon, hein, évidemment, de voler en utilisant la force des oiseaux est une idée présente dans la longue durée historique, ça nous le savons. À l'époque moderne, du reste, cette idée d'utiliser les oiseaux pour voler coexiste avec les premières tentatives de faire voler mécaniquement l'homme. C'est le cas, par exemple, au XVIe chez John Wilkins, par exemple. Mais évidemment, au Moyen-Âge, on est dans l'ordre plutôt de la légende, de la littérature. On a l'exemple du célèbre exemple du vol d'Alexandre le Grand, qui est porté dans une nacelle tirée par des griffons, des animaux fabuleux qui volent. Alors, en fait, comment il fait? Eh bien, il a mis, alors là, c'est pas très clair sur le. Normalement, il met un foie de, soit un petit chien, soit un foie de cheval, parce que les griffons raffolent des chevaux, au bout d'une hampe, et donc les griffons voulant absolument avaler cette nourriture succulente, ils portent la nacelle vers le haut. Alors, évidemment, le problème, c'est que ce motif n'a pas été retenu au Moyen Âge, autant que je puisse en juger, comme une incitation à imiter Alexandre le Grand. Il est vrai que les griffons ne courent pas les rues, c'est aussi une explication, mais au-delà du caractère fascinant, bien attesté par la multiplication de représentations, on a une très très belle ici de la British Library, mais il y a énormément de représentations de ce vol d'Alexandre. Ça a été étudié autrefois par Chiara Flugoni. Ce qui importe dans ce récit, c'est surtout la valeur morale de l'exemplum. En fait, Alexandre se montre trop curieux, et surtout sa trop audacieuse curiosité qui est mise en exergue. Bon, je passe donc brièvement. Deuxième moyen de s'élever dans les airs, l'esprit. Alors, l'esprit peut être soit l'âme humaine, soit un ange, soit un démon. Ici, le corpus est constitué par la littérature religieuse au sens large, la géographie, la démonologie. Et je suis parti des exemples démonologiques de personnages portés dans les airs par des démons. Alors, il y a évidemment la légende du trône volant de Salomon. On sait que le roi Salomon est une autorité dans les textes de magie. Hein. On sait il avait frayé avec les démons. Et donc, il y a cette légende du trône volant de Salomon, qui d'ailleurs est une légende qui a été pas mal réactivée, qui a été en tant que telle, ça viendrait plutôt de l'islam, c'est du trône volant. Et il y a le vol de Simon le magicien, qui sont bien connus. Alors, Simon le magicien, c'est une légende qui vient d'un évangile apocryphe. Hein. Donc, Simon le magicien est connu dans la Bible pour avoir voulu acheter des pouvoirs aux apôtres, leur pouvoir aux apôtres. Mais ici, il s'agit d'un récit apocryphe où Simon le magicien défie Pierre et s'élève dans les airs, porté par les démons. Mais évidemment, Pierre, par ses prières, lui fait faire une très méchante chute. Et donc, ce personnage, ici, on le voit représenté dans un manuscrit, dans le milieu de manuscrit avec des ailes, précisément. Évidemment, dans le domaine de la démonologie, à la fin du Moyen Âge, disons, à partir des années 1430, au moment où se met en place dans l'arc alpin le fantasme de la chasse aux sorcières, évidemment, on voit le fameux vol des sorciers et des sorcières portés d'abord par des animaux, puis ensuite par des balais. Bien, alors évidemment, ça c'est pour le côté démonologique. Maintenant, si on regarde du côté de la géographie, des anges, de l'Esprit Saint, la littérature hagiographique a mis en scène des lévitations et des vols. Des saints se trouvent portés par leur âme elle-même,
ou bien par des anges. Alors, on peut citer l'exemple connu de Thomas d'Aquin lui-même. Hein. Thomas d'Aquin, qui donc a été canonisé, donc il y a eu des textes hagiographiques, et l'hagiographie de Thomas d'Aquin rapporte que le saint dominicain avait été surpris par deux frères en lévitation à 2 coudées du sol. Dans les explications qui sont données dans ces récits hagiographiques, c'est que Dieu, en fait, rend visible l'élévation spirituelle du saint. Aucune passion n'a souillé l'âme de Thomas, et donc l'âme s'élève en entraînant de façon surnaturelle le corps. L'un des hagiographes, qui est Bernard Guy, parle d'une élévation portée par le Saint-Esprit. Mais on a d'autres récits que je cite, notamment de saintes portées par les anges, par exemple. Alors, l'esprit ou l'ange peut faire voler l'homme. Il y a des exemples bibliques avec Habacuc qui est transporté par l'ange. Alors, vous voyez, tiré par un de ses cheveux sur l'enluminure. Alors, une fois, on a donc ces représentations, ces stocks d'histoire, mais si on se tourne vers les spéculations théologiques, première question, est-ce que les théologiens reconnaissent aux esprits, anges ou démons, le pouvoir de mouvoir les corps? Thomas d'Aquin, cette fois comme auteur, admet que les substances séparées, c'est-à-dire les anges ou les démons, ont le pouvoir de transporter des corps. Le contact entre la substance spirituelle et le corps est un contact dit virtuel, un contact selon la virtus, c'est-à-dire selon le pouvoir de l'ange. C'est une notion clé que j'ai eu l'occasion d'étudier par ailleurs. Ce n'est pas un contact mathématique de deux surfaces qui se touchent, de deux corps, c'est un contact d'un autre type qu'on appelle contact virtuel, qui est utilisé d'ailleurs aussi quelquefois dans les justifications d'action à distance. Mais la question est la suivante, peut-on dire pour autant que les esprits eux-mêmes, les âmes, les anges et les démons volent? Alors, les anges volent-ils? Eh bien, il faut bien reconnaître qu'il y a là un grand écart entre la tradition biblique, littéraire, iconographique d'une part, et d'autre part, l'analyse théologico-philosophique. Effectivement, la Bible multiplie des évocations d'anges dotés d'ailes, hein, ces ailes ayant à la fois comme fonction de protéger et de permettre à l'ange de voler. Pourtant, du point de vue théologique et philosophique, il est douteux que l'ange vole. Pourquoi? Eh bien parce que dans les spéculations philosophiques où l'ange apparaît comme concept, l'ange est conçu de façon abstraite, comme l'intelligence séparée, c'est-à-dire l'intelligence qui n'a pas de corps. Alors déjà, ça pose un problème, parce que ce qui n'a pas de corps peut-il être considéré comme volant? Pas vraiment, on va le voir. Il y a 2 points fondamentaux d'achoppement qui existent, le lieu et le mouvement. On sait que chez Aristote, il n'y a pas d'espace tridimensionnel, il y a des lieux. Le lieu est défini par la limite du corps enveloppant le corps localisé. Par exemple, ici, si vous voyez ma main, le lieu de ma main, c'est la limite de l'air qui environne ma main. L'ange n'est pas corporel, et donc, est-ce qu'il peut être localisé? Évidemment, si on veut voler, il faut qu'on puisse dire qu'on est passé d'un lieu à un autre. Le problème, c'est que l'ange ne peut pas être localisé. Il existe 2 grandes positions. Alors, je renvoie ici aux travaux d'une remarquable historienne de la philosophie qui est Tiana Suarez-Nani, qui enseigne à Fribourg, à propos de, non pas à propos du vol, parce qu'elle n'a pas travaillé dessus, mais à propos des anges, en tout cas, il y a énormément de choses. Alors, il y a 2 grandes positions. Il y a les théologiens qui considèrent que les anges sont localisés par la seule opération mentale. C'est la position de Thomas d'Aquin. Et puis, il y a les théologiens qui soutiennent que la relation entre le lieu et l'ange est quelque chose d'inhérent à la substance des créatures spirituelles. Deuxième élément pour voler, le mouvement, qui permet de passer d'un lieu à un autre. Thomas d'Aquin explique que le mouvement local de l'ange n'est pas vraiment le mouvement local au sens où nous l'entendons, puisque pour lui, il n'est localisé que mentalement. Donc, il dit qu'en fait, l'ange a une série de contacts virtuels, toujours cette notion,
avec des lieux différents. Donc, ils se déplacent en multipliant les contacts virtuels avec lieux différents. Quant aux partisans de la localisation inhérente à la substance spirituelle, ils n'ont aucun mal à penser, eux aussi, un déplacement de l'ange. On comprend dès lors que, quel que soit le modèle, on ne peut pas dire que l'ange vole. L'ange ne vole pas comme un oiseau. Il n'est simplement lié par aucune pesanteur et donc se déplace n'importe où. Mais il se déplace n'importe où, alors, mentalement ou de façon plus réelle, selon les autres théologiens, comme les anges. Mais, d'autre part, comme les anges peuvent transporter, grâce au contact virtuel, n'importe quel corps, ils peuvent donc transporter les hommes dans les airs. Et de ce fait, l'homme dans l'air, on pourra dire il vole. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est que le vol n'a aucun sens pour une substance spirituelle. En revanche, on peut dire que les anges peuvent être les agents non volants des choses et des hommes. Les agents non volants du vol des choses et des hommes. Les anges eux-mêmes ne volent pas, mais en transportant des hommes, ils peuvent les faire voler. Les démons ont aussi, c'est à peu près les mêmes caractéristiques, hein, ce sont aussi des substances spirituelles, donc les raisonnements qui s'appliquent aux anges s'appliquent à eux également, sauf les arguments fondés sur la bonté angélique, hein, qui va évidemment les différencier. Alors, dans les représentations et les motifs littéraires, évidemment, on les voit avec des ailes, ils volent, mais c'est pareil, hein, le démon n'a pas non plus de corps, et lui non plus, va pouvoir faire voler, va pouvoir transporter des corps, mais il ne peut pas dire lui-même, ne peut pas être considéré comme volant. Là aussi, un écart entre la rigueur théologico-philosophique d'un côté, d'autre part, les représentations. Alors, ensuite, je suis passé à la question du vol par l'art, par la technique. Le vol par les moyens humains. Il se concentre sur deux exemples terrestres célèbres, Aymer de Malmesbury, qui au XIe siècle avait rapporté, donc c'est un récit qui est rapporté par un chroniqueur, Guillaume de Malmesbury. Aymer s'était muni d'ailes artificielles, emplumées, et s'était jeté de la tour du monastère. Il a volé un stade, soit près de 183 mètres, avant d'être comme saisi d'effroi par sa propre témérité et de tomber en se brisant les jambes. Il avait compris qu'il avait oublié de se munir de la queue, et c'est pour ça qu'il était tombé. J'ai montré que ce récit est entrelacé dans celui de la comète de Halley, puisque c'est à peu près, il se situe l'événement par rapport à cette comète, et il m'a semblé, une hypothèse que je fais, que le récit présente des parallèles, c'est-à-dire que la comète, on considère avec des ailes, la comète était considérée comme annonçant la chute des royaumes. Et effectivement, il y a une sorte de parallèle, mais je ne veux pas insister, je pourrais revenir si vous le souhaitez, à mon avis, un entrelacement du thème de la comète et du thème du vol d'Aymer de Malmesbury. En tout cas, lui-même, le texte dit expressément qu'il avait pris la légende pour de vrai, c'est-à-dire qu'en fait, son modèle était celui d'Icare, ou plus précisément de Dédale, qui a plus de succès que Icare au Moyen-Âge. Voilà, bon, pour Aymer de Malmesbury, mais on se situe avant la période que j'étudie. On n'est pas encore dans une logique scientifique. Là, évidemment, l'exemple par excellence, c'est celui de Roger Bacon. Roger Bacon, donc le célèbre franciscain, qui, après avoir été un des pionniers dans les commentaires de la physique, à partir des années 1250, s'éloigne de la scolastique, entre dans l'ordre franciscain et décide d'expérimenter les nouveaux chemins de la science. Il appelle notamment la science expérimentale. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Roger Bacon. Alors, il y a un épisode extrêmement connu de son Epistola de Secretis Artis et Naturae, dans lequel, c'est un passage très connu, il projette comme ça l'idée de navires sans rameurs qui pourront se déplacer mus par un seul homme, des chars capables de se mouvoir sans force animale, donc des automobiles, des leviers qui permettent de soulever des poids infinis et de faire s'évader les prisonniers, des instruments pour se promener au fond des mers, des ponts sans piles, et parmi ces inventions figure donc une machine volante. On peut fabriquer des instruments pour voler, écrit-il, de telle manière qu'un homme serait assis au milieu et tournerait quelques mécanismes par lesquels des ailes fabriquées artificiellement frapperaient l'air à la manière d'un oiseau qui vole. Alors, je ne peux pas m'étendre sur l'utopie scientifique de Roger Bacon parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Je vais juste partir un tout petit peu de cette machine. Rappelez simplement que l'utopie scientifique de Bacon
a plusieurs caractéristiques. Elle s'inscrit dans une perspective eschatologique. Bacon voit l'arrivée de l'Antéchrist et il faut que les chrétiens se servent de la science expérimentale pour s'armer contre les suppôts de l'Antéchrist. Et effectivement, ce qui frappe dans ces inventions, c'est leur utilité commune et leur vocation essentiellement militaire. Troisième élément très important, c'est une anti-magie. Hein, la science expérimentale de Roger Bacon est là pour concurrencer la fraude magique. Et quatrièmement, c'est une science ouverte, c'est-à-dire qu'il y a des tas de secrets à élucider. Donc, le but de la science est d'avancer dans la connaissance. Les secrets de la nature sont autant de motivation, autant de stimulus pour savants, pour avancer. Et cinquièmement, très important, Roger Bacon est l'un des très rares au Moyen-Âge à considérer que l'art, c'est-à-dire la techné, l'acquise de production, est capable de dépasser la nature. Normalement, les autres philosophes considèrent que l'art ne peut faire que des imitations imparfaites de la nature. Non seulement il peut égaler la nature, elle peut égaler la nature, l'art, mais elle peut même la dépasser. Et puis, toutes ces inventions extraordinaires, je pourrais le montrer, sont fondées sur des extrapolations à partir de la science, à partir de l'optique, à partir de la statique, par exemple. Et dernière caractéristique, ce sont pour la plupart des inventions déjà attestées au passé, donc ce sont des rétro-utopies. C'est des choses qui, dans les temps anciens, on savait faire et on a perdu ce secret. Donc, il faut le retrouver. Alors, il fait une exception, précisément, l'exception de la machine volante. Et ces choses ont été faites dans des temps anciens, ainsi qu'en notre temps, et cela est certain, excepté l'instrument pour voler que je n'ai pas vu. Et je ne connais personne qui l'ait vu. Je connais en revanche un savant qui a explicitement imaginé cette invention. Je pourrais parler de ce savant, certains ont fait l'hypothèse des Pierre de Maricourt, mais je passe là-dessus. Donc, cette remarque de l'absence de précédent de la machine à voler peut un peu nous intriguer, puisqu'il y avait au moins deux exemples de vol humain que Roger Bacon connaissait. D'une part, le vol d'Alexandre, d'autre part, le vol d'Icare. Pourquoi il ne les cite pas? Bien, à mon avis, c'est assez simple. Dans tous les exemples d'inventions que je vous ai donnés, on voit que Bacon veut affranchir l'homme à la fois de la servitude de l'effort physique et de sa dépendance à l'égard de la force animale. Bacon entend donc doublement transcender les limites de la nature. D'une part, le vol en lui-même, bien sûr, est une façon de dépasser l'humaine condition, mais deuxièmement, la manière dont Bacon conçoit le vol n'est pas celle d'Icare, où il faut faire d'énormes efforts musculaires, ni celui d'une dépendance à l'égard des griffons. En fait, et ce n'est pas non plus celui du moteur au sens moderne. C'est plutôt l'idée d'un mécanisme, sans doute inspiré par la statique de Jordanus de Némore, qui avait découvert la règle du levier. L'idée que, par exemple, j'imagine, une petite manivelle avec un effort minimum permettrait de mouvoir les énormes ailes de la machine. J'entre alors dans la seconde partie de mon livre. Si j'ai encore une dizaine de minutes, je me tourne vers Étienne Faugier. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Alors, j'ai donc pris un certain nombre de problèmes de la physique qui avaient directement rapport avec les questions de vol. Le premier est celui de la légèreté de l'air. Alors, je suis parti de deux expériences de pensée assez connues l'une et l'autre, de la physique du XIVe siècle. Alors, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle la nouvelle physique. À partir du XIVe siècle, effectivement, notamment à Oxford et à Paris, un certain nombre d'intellectuels s'éloignent du strict cadre d'Aristote, tout en restant fidèles, disons, dans ses grandes lignes, et se mettent à imaginer des mondes possibles, font des hypothèses sur l'imagination, multiplient. Et c'est le cas notamment de deux auteurs, Albert de Saxe et Nicole Orem. Alors, Albert de Saxe et Nicole Orem, chacun à leur manière, avec une certaine différence. C'est le premier, sans doute Albert de Saxe, un contemporain de Jean Buridan, imagine un navire. Alors, il faut bien voir, le monde médiéval, vous connaissez, il y a la Lune, au-dessus c'est le monde céleste, en dessous c'est le monde sublunaire. Et puis, si tous les éléments étaient au repos, on aurait au centre la Terre, puis l'eau, puis l'air, puis le feu, avec une légèreté progressante. La Terre absolument lourde, le feu absolument léger, et au milieu, deux éléments relativement lourds, relativement légers. Et donc, ce qu'imagine Albert de Saxe et Nicole Orem, c'est qu'un navire rempli de feu flotterait au-dessus de la sphère de l'air
parce que le feu étant plus léger que l'air, entraînerait ce navire au-dessus de l'air. Je me suis efforcé de ne pas extraire abusivement ces passages de leur contexte, comme beaucoup d'historiens du vol ont tendance à le faire. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail. Disons que ce navire volant est comparé expressément au navire flottant sur l'eau, et Orem convoque effectivement la poussée d'Archimède, mais finalement se range une explication comme Albert de Saxe, une explication aristotélicienne beaucoup plus classique, faisant référence à la légèreté du feu par rapport à l'air. Les deux derniers chapitres s'intéressent à des phénomènes où la nature semble imposer des mouvements contraires au mouvement naturel des corps lourds qui porteraient ces derniers vers le bas, à savoir le mouvement des projectiles, l'attraction magnétique et l'horreur du vide. Alors, je vais dire un mot des projectiles. Chez Aristote, comme vous le savez, il y a un principe fondamental que tout ce qui est mu par autre chose, et ensuite que le moteur et le mu, ce qui est mu, le moteur et le mobile doivent être ensemble. Donc, si je déplace ce crayon, vous voyez, mon doigt est toujours en contact avec le crayon que je meus. Mais le problème se pose, Aristote a compris, mais que se passe-t-il quand je lance le crayon? A priori, ma main n'est plus en contact à un certain moment avec le crayon. Et pourtant, le crayon continue sa route. Alors, l'explication d'Aristote, c'est que, en fait, c'est l'air qui devient lui-même le moteur. C'est l'air animé, une portion d'air qui va mettre en mouvement la portion d'air adjacente et, ce faisant, porter le crayon un peu plus loin. Alors, cette théorie est combattue, est attaquée au milieu du XIVe siècle par Jean Buridan, qui, à la place, met en avant une doctrine qu'on avait déjà vue dans l'Antiquité chez Philopon, mais que lui-même ne pouvait pas connaître, donc il a réinventé, semble-t-il, qui est la doctrine de l'impetus. C'est-à-dire que, pour le dire en termes modernes, si vous voulez, ma main donne une certaine quantité d'énergie à le crayon, et c'est ça qui va être le moteur de ces éléments. Là, on sort évidemment du cadre strict d'Aristote. Alors, évidemment, je me suis interrogé du point de vue de la pensée du vol. Si on prend quelques distances épistémologiques, il est certain que l'impetus confère une certaine autonomie au projectile. Ça, de ce point de vue-là, ça pourrait rapprocher la question du vol. Mais inversement, en retirant son rôle de moteur au médium, c'est-à-dire à l'air, en définitive, cela éloigne plutôt ce type d'explication de l'idée du vol. Première remarque que je voulais faire. Deuxième remarque, cette fois-ci du côté du magnétisme. Alors, je n'ai pas trouvé de source médiévale explicitant cette notion d'objet suspendu dans les airs grâce à les aimants, sauf un passage de Pierre de Maricourt, qui travaille sur l'aimant. Là, je pourrais, dans la discussion, revenir dessus si ça vous intéresse. Mais les hommes du Moyen-Âge avaient une connaissance de Pline qui fait allusion à ça, dispositif de suspension d'un corps lourd ou d'un corps grâce à l'aimant. Plus sûrement, dans les spéculations sur la physique au XIVe siècle, on trouve une idée formulée par Thomas Bradwardine, un des grands savants d'Oxford. Alors, j'ai fait un petit schéma, vous voyez, il dit que si ma main soulève un aimant, vous voyez, soulève un aimant, et qu'à cet aimant est accolé un morceau de fer qui est attiré par l'aimant. Eh bien, le morceau de fer, l'aimant plus le morceau de fer ne pèsera pas plus lourd que l'aimant seul. Pourquoi? Parce que la force motrice du fer vers l'aimant, la force d'attraction, si vous voulez, annule en quelque sorte l'odeur du fer. Donc, cette idée se retrouve chez d'autres auteurs du XIVe siècle, comme Henri Langenstein, Blaise de Par, mais donc évidemment, sont très intéressants, parce qu'il s'agit, dans le cadre de réflexion sur le concept même de vol de suspension d'objets lourds, une sorte d'annulation de la lourdeur. Alors, j'en viens à ce qui, peut-être, je vais insister un tout petit peu plus là-dessus, sur une chose que j'ai un peu plus originale, l'horreur du vide. Alors, évidemment, à l'époque moderne, 17e, on sait que l'Anna Terzi avait voulu imaginer une sorte d'aérostat avec des boules remplies de vide
pour porter des objets, etc. Là, évidemment, ça ne peut pas être le cas au Moyen-Âge, puisque le vide au Moyen-Âge, comme on disait, n'existe pas. La nature aristotélicienne exclut tout vide. Et quand le vide menace, qu'est-ce qui se passe? La nature elle-même, la nature universelle, à différence de la nature particulière, fait en sorte d'éviter que le vide se forme. Si tout d'un coup, voilà, jamais le vide ne peut se former. Par exemple, si vous voyez, si j'obture un tube et que l'eau et que, l'eau qui est lourde devrait couler, hein, évidemment, si elle continue à couler, formera un vide. Et la nature fait en sorte que l'eau s'arrête de couler, malgré sa pesanteur, pour éviter la formation du vide. Alors, de ce point de vue, il est très intéressant de regarder la contribution de Walter Burley, qui est donc un commentateur de la physique, un savant, un philosophe du tournant de la première moitié du XIVe siècle, disons, qui reprend un vieux problème, à savoir l'exemple des deux tables planes qui sont appliquées l'une sur l'autre. Si vous appliquez deux tables parfaitement planes l'une sur l'autre, vous ne pouvez pas les séparer. Pourquoi? Parce que si vous les séparez, alors pendant un laps de temps, il y aura un vide au centre, le temps que l'air extérieur, à la périphérie, atteigne le centre de l'espace délimité par ces deux tables qu'on écarte. Et donc, il y aura du vide. Alors, de ce point de vue-là, deux solutions. Soit on dit il y aura du vide et c'est impossible, soit on dit mais non, l'air va instantanément au centre, c'est pas possible. Le mouvement instantané n'est pas possible pour Aristote. Dans les deux cas, c'est pas possible. C'est un problème qu'avaient affronté les commentateurs de la physique. Roger Bacon avait proposé la solution suivante. On ne peut pas séparer les deux tables de façon parallèle, nous disait-il, mais on peut le faire si on incline l'une des tables par rapport à l'autre. À ce moment-là, progressivement, l'air, vous voyez, à chaque fois, fait en sorte que le vide n'existe pas. Mais Burley, à juste titre, rejette cette solution parce qu'il dit ce qui est vrai pour la totalité de la table l'est aussi pour une de ses parties. Ce n'est pas parce qu'on va séparer les tables de façon oblique que le problème ne se posera pas. De la même manière, il se posera. Il y aura un court moment où il y aura effectivement le vide. Il y aura toujours un laps de temps où l'air de la périphérie mettra un certain temps, donc un petit laps de temps avant d'atteindre. Alors, Burley donc a recours à une autre solution. Et son autre solution consiste à dire, en s'appuyant sur un passage du traité de l'âme d'Aristote, que deux corps solides dans un fluide, qu'il s'agisse de l'eau ou de l'air, ne sont jamais réellement en contact. Il y a toujours entre les corps solides un mince filet de fluide. On ne s'en rend pas compte. Hein. Si je touche la table, j'ai l'impression de toucher la table, mais en fait, il y a toujours un peu d'air, de la même façon que les poissons ne se rendent pas compte qu'il y a toujours un peu d'eau. Voilà. Alors, parmi les objections que se fait alors Burley, il y a celle-ci. L'expérience commune nous montre pourtant qu'un gros rocher qui tombe sur un rocher situé sous lui traverse bien, évidemment, toute l'épaisseur de l'air. On voit mal comment une mince épaisseur d'air résisterait à un tel poids. Dans sa réponse, Burley réaffirme que le gros rocher ne peut traverser ce filet d'air, car sinon on arriverait à une situation insoluble. Le gros rocher toucherait la pierre située sous lui aussi rapidement par ses parties extérieures que par ses parties centrales. Or, cela signifierait que l'air serait évacué aussi rapidement dans toutes ses parties, donc instantanément. Ce n'est pas possible. C'est donc par l'intervention de cette notion sur laquelle je pourrais m'étendre, on appelle nature universelle, un agent supérieur qui assure la plénitude permanente du monde, que l'air ne cède pas au gros rocher. On ne s'en rend pas compte, mais quand vous voyez un gros rocher posé sur un autre rocher, il y a toujours entre deux rochers un très mince filet d'air. Et c'est à ce moment-là qu'il affronte un autre argument, je terminerai là-dessus. De même, contre cette réponse, il semble s'en suivre une pure bouffonnerie, à savoir qu'un animal marcherait toujours sur de l'air ou de l'eau, parce qu'un animal, en se promenant, ne toucherait jamais terre, mais marcherait sur de l'air. C'est-à-dire que ce dernier s'interpose entre sa patte et la terre. Or, Burley maintient
À l'autre argument, quand on répond que l'animal ne marcherait jamais sur la terre, mais toujours sur l'air ou l'eau, il faut dire qu'il n'y a là aucun inconvénient à concéder cela et qu'il ne faut pas s'en moquer, parce que c'est vrai. Même si, selon la manière habituelle de parler, on dit que l'animal se promène sur quelque chose et que ce qui le soutient de cette manière est la terre et non l'air. C'est pourquoi on dit que l'animal marche sur la terre et non sur l'air, parce que la terre soutient et supporte, et non l'air. En somme, en vertu de l'horreur universelle du vide, Burley nous présente un monde où tous les corps solides, animés ou inanimés, sont en lévitation. Nous sommes tous en lévitation. Donc, j'ai compris ça, oui, on est parti de l'impossibilité du vol humain constaté par Thomas d'Aquin, et on arrive en fait à l'idée que, d'une certaine manière, tout flotte. Tout flotte, tout vole. Alors, pour terminer, je dirais que je n'ai pas voulu faire rentrer au forceps de manière arbitraire toutes les catégories de pensée de vol dans l'utopie scientifique. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que le vol est situé dans un horizon très extrême de la pensée scientifique médiévale. Et c'est la raison pour laquelle cette pensée est nécessairement conduite d'une façon ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre, à une forme d'utopie. L'utopie scientifique, de ce point de vue, est la modalité de dépassement de la science par elle-même, le vol qu'on ne peut atteindre, sécrétait à différents niveaux ce processus scientifique de dépassement, qu'il s'agisse des imaginations techniques, des expériences fonctionnelles de pensée ou de l'élaboration de solutions ad hoc pour rendre compte des phénomènes qui paraissaient déroger à l'ordre de la nature. Je vous remercie de cette attention. Je vais essayer de départager l'écran. Merci beaucoup et merci pour avoir respecté le temps, effectivement. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire, très construite. J'ai quelques remarques en tant que béotien, mais peut-être que des spécialistes ont des questions où il faut que je défriche des questions plutôt plus terre à terre, pour le dire concrètement. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, pour me lancer, effectivement, je me posais la question de savoir pourquoi Icare n'était pas si finalement mobilisé que ça à l'époque médiévale, particulièrement, parce que avant de commencer votre présentation, je pensais effectivement à Icare, mais vous avez dit assez rapidement qu'il n'était pas mobilisé. J'aurais aimé savoir pourquoi celui-ci était plutôt mis de côté par les intellectuels médiévistes de l'époque. En fait, bon, il y a eu Claude Thomasset s'était posé la question. Disons que si on a un modèle positif du vol, déjà, on va plutôt prendre Dédale plutôt qu'Icare, parce qu'Icare, ça s'est plutôt mal fini. Mais donc voilà, c'est plutôt Dédale d'ailleurs que Heimer a en tête. Et en revanche, il a terminé comme Icare, d'une certaine façon. Mais c'est vrai que ce n'est pas. Je sais que Claude Thomasset avait un petit peu, qui est un spécialiste de littérature médiévale, s'était un peu interrogé, mais il est vrai que même dans les récits qui portent sur Icare, parlent pas tellement du vol, en fait. Ce n'est pas l'épisode qui les intéresse le plus. Ils s'intéressent davantage à la figure de Dédale. C'est assez curieux. Alors, est-ce qu'il y a une faiblesse de l'imaginaire du vol au Moyen-Âge? C'est possible. Mais cela dit, j'ai un peu voulu aussi lutter contre l'idée que ce serait de façon générale, par une méfiance à l'égard de la technique, parce que ce n'est pas vrai, en fait. En fait, c'est pas vrai. Merci. Et alors, peut-être que la question sort un peu du cadre de l'époque médiévale, c'était pour les croquis de Léonard de Vinci, mais peut-être que ça sort du cadre de l'époque médiévale, peut-être. Oui, moi, je me suis vraiment arrêté en 1450. Je ne suis pas allé au-delà, parce qu'après, on rentre dans autre chose. Là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle l'esprit de la Renaissance, en sachant d'ailleurs que ces croquis ont été redécouverts tardivement. Ils ont été découverts au 19e siècle, après, d'ailleurs. Effectivement, là, on entre dans autre chose. On a voulu d'ailleurs faire de Roger Bacon une sorte de Léonard de Vinci avant la lettre, mais ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on voit bien que nous ne sommes pas du tout dans le même cadre interprétatif du monde. Roger Bacon, au fond, lui-même, on imagine ça, mais il ne va pas au-delà. On voit bien, c'est ça l'utopie scientifique, c'est dire on peut le faire. Une fois qu'on l'aura fait, on saura exactement
toute la causalité. C'est la différence avec la magie. La magie, c'est toujours une part d'occulte, c'est toujours une cause qu'on ne connaît pas. Là, au contraire, on présuppose que quand ce sera fait, on connaîtra tout. Mais, comme toujours, il défend la science expérimentale, mais il la théorise plus qu'il ne la met en œuvre, Roger Bacon, évidemment. Il suppose la chose réalisée. Et j'avais une dernière question, parce que je ne vois pas de main levée ou de remarque. Je me pose la question sur la question de la littérature religieuse. Je pensais avoir peut-être naïvement voir peut-être des éléments qui expliquent que les âmes montent au ciel et donc par les anges que ces âmes puissent aller au paradis et donc un lien avec. J'avais l'impression dans votre présentation que le vol était plutôt stationnaire en fait, et qu'il n'y avait pas de montée ou de descente, hormis la chute que vous évoquez éventuellement enfin, à la fin, mais au niveau des hommes, des individus, sur le vol, notamment des âmes. Alors, non, je pense que non, elle est verticale, elle est verticale, puisqu'il y a cette élévation a lieu. La lévitation, c'est vraiment une montée verticale, et c'est au fond la matérialisation visible de cet élan de l'âme vers la hauteur. Donc ça, je pense que ça y est, et puis il y a même des théories, enfin, je pense aux travaux même un livre qui va bientôt paraître de Maria Sorokina sur la question des bienheureux, des âmes des bienheureux qui doivent aller à l'Empyrée, et il se pose la question comment ils font, parce que les sphères sont solides, comment ils font pour traverser ces sphères. Donc la question se pose, hein, vraiment. Merci beaucoup pour ces précisions. Sébastien, tu as une question ou plusieurs? Oui, non, d'abord, vous remercier pour cette conférence. Alors, comme Étienne, peut-être même plus, moi, je suis totalement béotien avec cette approche et j'ai été assez stupéfait par certains traits d'analyse que vous présentiez. Donc, merci beaucoup. J'avais une question sur, à partir de vos sources, est-ce que vous avez compulsé sur une réflexion autour des finalités potentielles du vol putatif ou utopique. C'est-à-dire que, est-ce qu'on réfléchit, vous avez parlé de projectiles, vous avez parlé d'éléments interagissant sur ce vol, d'acteurs interagissant avec l'humain. Est-ce qu'on réfléchit à une finalité peut-être autre que religieuse, à un vol putatif à cette époque déjà, ou est-ce que c'est une question qui est absolument hors de propos? Non, elle n'est pas de propos. Le problème, c'est qu'effectivement, de gens qui ont vraiment posé complètement l'idée de vol important jusqu'au bout, jusqu'à son rêve technique, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En fait, on peut citer, il y a Hyman Mansbury, mais qui est une technique sans science. Il y a Albert de Saxe et Nicolas Rem, mais c'est juste une expérience de pensée dans le cadre d'un raisonnement visant à montrer la question de la légèreté et de la hauteur, parce qu'il n'y a pas vraiment de volonté de le fabriquer, si vous voulez. D'abord, même pour aller poser un navire de feu, un navire rempli de feu au-dessus de la sphère, oui, c'est irréalisable en réalité. Le seul qui ait fait cette projection, c'est Roger Bacon. Je pense que chez lui, ça ne déroge pas à la règle générale, au cadre général des inventions. C'est très important. Il y a l'esprit franciscain, d'abord de Roger Bacon, qui n'aime pas les choses inutiles. On ne fait pas de choses inutiles, on fait des choses utiles pour le bien commun. Et je pense que je suis prêt à parier, disons, qu'au-delà de la curiosité scientifique de faire voler quelque chose, il y avait certainement chez lui l'idée d'une utilité militaire, chez Bacon, comme le reste des inventions. On peut penser que si on l'avait interrogé, il serait peut-être, on suppose, hein, mais il aurait sans doute développé cette dimension parce qu'elle est très présente dans le reste des inventions qu'il propose. Okay. Quand il utilise l'optique, sur l'idée d'utiliser la concentration des rayons solaires pour détruire les navires ennemis. On va créer, il décrit qu'on fabrique un miroir qui permettra d'observer ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Hein. Il y a toujours cette idée militaire avec évidemment l'idée d'une guerre juste, voire d'une guerre sainte, l'idée évidemment de préparer les fidèles, d'armer les fidèles dans la lutte finale contre l'Antéchrist. Il y a ça chez Bacon. Donc c'est sans doute c'est ça. Pour le reste, évidemment, il n'y a pas vraiment de. En fait, il y a très peu d'exemples de vol humain. J'ai pris dans le contexte, je me suis intéressé au contexte de ces questions des corps lourds et des corps légers, mais c'est vrai qu'en dehors de cela, on n'a pas énormément d'exemples précis. Merci, merci.
D'autres questions, remarques? Peut-être la remarque de M. Juillet, effectivement, pose question dans le chat qui évoquait la similitude, la question de quels ont été, si on va du côté du Proche Moyen-Orient ou des scientifiques arabo-musulmans, est-ce qu'on a effectivement des remarques similaires ou bien diverses vis-à-vis du vol au Moyen-Âge? Peut-être que M. Juillet peut apporter des éléments de réponse et communiquer ensemble sur cette idée-là peut-être d'un collège européen intellectuel qui ont un peu des idées qui communiquent ensemble, mais peut-être qu'il y a effectivement les savants arabo-musulmans qui, eux, ont des idées différentes ou complémentaires. Oui, effectivement, moi j'avais croisé ce personnage, donc Abbas ibn Firnas, durant mes recherches sur l'aéronautique espagnole. Et voilà, et en fait, quand vous avez évoqué l'anecdote avec Malmesbury, ça m'a de suite renvoyé à ça, puisque là, si vous lisez la citation qui est dans la page Wikipédia, elle est assez similaire, notamment sur la question qu'il n'avait pas de queue. Donc, oui, c'était quelque chose dont j'ai effectivement parlé dans mon livre, et c'est quelque chose qu'avait repéré depuis longtemps Lynn White, qui avait étudié le vol de Malmesbury. Il y a des similitudes, le problème c'est qu'on ne peut faire aucun lien, on ne sait pas du tout, parce qu'on ne voit pas tellement par quel biais il aurait pu avoir accès à cette source. Alors je sais que Jacques Berlioz, dans une communication, a pensé que peut-être il y aurait un maillon. C'est pas sûr, hein. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible qu'on ait deux événements parallèles qui partent des mêmes réflexions, mais c'est vrai on n'a jamais trouvé d'attestation d'une lecture, surtout à cette époque, c'est quand même très tôt, d'un accès à cette information. Voilà, il n'y a pas de preuve. On a effectivement, la finitude est frappante. Cette histoire de l'absence de queue a vraiment été particulièrement frappante. Et c'est vrai que depuis longtemps, oui, Lynn White s'en était en particulier inquiété, mais on n'a pas effectivement d'attestation. Merci pour ces précisions. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Je pense qu'on peut conclure. Merci beaucoup, monsieur Nicolas Belleparo, pour cette présentation très intéressante et très enrichissante pour nous qui ne connaissons pas grand-chose à la fois au Moyen-Âge, aux imaginaires scientifiques et techniques du vol. Je propose